Michael, je pense qu'un des points essentiels que Richard a mentionné est la manière dont l'Europe essayait de saisir les avoirs russes et de les donner à l'Ukraine pour acheter de nouvelles armes. Eh bien, je pense que Richard avait tout à fait raison. C'est en quelque sorte notre émission du Nouvel An, et nous sommes censés dire quelque chose sur la façon dont le monde évoluera au cours de l'année à venir. Je pense que nous avons raison de nous concentrer sur l'Europe, car c'est là que se trouvent toutes les tensions. Partout où nous regardons dans le monde, tout semble prêt à craquer, à se briser. La question est, comment cela va-t-il se briser? Et la réponse est la conscience des peuples. La conscience de l'Europe, comme Richard vient de le souligner, est façonnée par la guerre froide. Michael, tu m'entends? Nous pouvons désormais voir que la stratégie des États-Unis visant à restaurer leur ancien pouvoir sur le commerce mondial et le système financier repose entièrement sur le parapluie idéologique de la guerre froide. Et il y a eu un double coup porté par les États-Unis contre l'Europe et d'autres pays. Le premier coup a consisté à isoler l'Europe et ses alliés, le Japon, la Corée du Sud, du commerce avec les régions de l'économie mondiale connaissant la croissance la plus rapide, à savoir la Chine et l'Asie de l'Est. Comment faire cela? Eh bien, on coupe le commerce et les investissements avec les deux ennemis désignés de l'Amérique, la Russie et la Chine. Et on le fait, comme Richard l'a souligné, en entretenant le mythe selon lequel l'Europe aurait besoin de la protection américaine contre la prétendue tentative russe de reprendre le contrôle de l'Europe, de reconstruire l'Union soviétique et de l'étendre vers l'Est pour inclure l'Allemagne et d'autres pays européens. Tout cela n'est qu'un mythe, mais c'était le mythe fondateur qui a permis aux États-Unis de dire « Eh bien, vous avez besoin de notre protection contre la Russie. » Et cela allait avoir un prix. Si vous voulez que nous vous protégions contre la Russie et à terme contre la Chine, considérée comme l'ennemi existentiel de tout le système économique que nous avons aux États-Unis et en Europe, alors vous devez couper vos échanges, même si toute votre prospérité prévue avant 2022 reposait sur l'expansion du commerce et des investissements avec la Russie et la Chine. Importer des matières premières, du pétrole, du gaz et d'autres ressources de Russie, importer des produits manufacturés de Chine et développer les industries allemandes et européennes dans ces pays afin de maintenir une certaine forme de croissance équilibrée. Se détourner des États-Unis, qui ne s'industrialisent pas, mais se désindustrialisent. Au moment où Trump est entré en fonction, les États-Unis avaient convaincu ces pays de ne pas poursuivre leur intérêt économique naturel dans le commerce et l'investissement mutuel avec l'Asie, dans laquelle j'inclus la Russie, ce qui a permis à Trump de suivre ce qui est devenu une politique en deux temps. Il pouvait dire, très bien, maintenant que vous avez mis tous vos œufs dans le panier américain, sans commerce avec l'Asie, vous n'avez plus qu'un seul grand marché d'exportation, les États-Unis. Eh bien, Trump a alors déclaré « Et maintenant, je vais adopter mes tarifs du 2 avril, jour de la libération, et couper tout votre commerce avec les États-Unis. » Michael, can you hear me? Michael, tu m'entends? Oui, on dirait que ton micro n'est pas connecté. Tu utilises un « Donne-moi simplement la permission d'accéder à tes paramètres ». Oui, d'accord, je t'envoie. Tu arrives à m'entendre jusqu'ici? Ouais. Je l'examen. Oui, accepte-le simplement là. Je vais vérifier. Je ne vois pas de 3 points. Je vois pas où je peux changer le... Juste en dessous de l'image, on peut voir un peu ta photo, tu sais. Quand tu passes la souris dessus, tu verras les 3 points.
Sur ma photo en bas? Encore oui, en bas. C'est très sombre. Place ton curseur sur l'image, Michael. Yeah. Mon curseur est sur le... C'est l'image tout en bas, à côté de ta photo. Ouais. Is Planck mon curseur sur how tall, les 3 points obturus. Eh bien, c'est peut-être parce que Nima a son truc là-haut. Je ne vois presque rien. Laisse-moi le mettre sur mon image ici. Non? Rien ne s'est passé. As-tu pu entendre quelque chose de ce que j'ai dit? C'est juste. Le problème, c'est que ton micro a, tu sais, un genre de souci. Ce n'est pas quel est le problème. Dis-moi, quel est le problème? On dirait qu'il y a une sorte de bruit qui arrive. Du bruit? Oui, du bruit. On dirait que... When is Growled Latticeville? Fin Purisse. J'entends le bruit aussi. Je peux entendre Michael clairement, au fait, Nima. J'entends clairement, mais le bruit passe par son micro. Je n'arrive pas à imaginer ce que c'est que ce bruit. Oui, vas-y, Michael. Je ne sais pas comment changer le micro, parce que je... Peux-tu simplement déconnecter ton micro et le reconnecter? D'accord. Si c'est le micro que j'utilise, eh bien, je n'ai aucune idée du micro que j'utilise parce que c'est un système différent. Laisse-moi juste voir où c'est. D'accord, je vais le brancher là. Il semble donc que tu n'utilises pas le micro que tu viens de déconnecter et de reconnecter. Tu utilises un autre micro sur ton système. Eh bien, je sais que c'est parce que c'est mon ordinateur. D'accord, c'est le micro de l'ordinateur et j'en ai aucune idée. Nous n'avons pas fait de test de micro et je ne sais pas comment sélectionner le microphone ici. Je pense que le bruit s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Je n'ai aucune idée pourquoi. Oui, d'accord. Vas-y, Michael. Je ne peux pas continuer parce qu'il y a une chose blanche sur mon écran. Une demande de contrôle de l'hôte. Comment on enlève ça? Refuser. D'accord, voilà. Non, refuser. D'accord, voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ce que je disais, c'est que le fait d'avoir coupé l'Europe et d'autres pays du commerce avec l'Asie, maintenant Trump dit, eh bien, vous avez mis tous vos œufs dans le panier du commerce américain, mais maintenant je vais le fermer, à moins que vous ne fassiez des concessions. Et les concessions sont les suivantes. Premièrement, vous devez accepter de nouvelles sanctions très strictes, des sanctions renforcées contre la Russie et la Chine, et d'ailleurs contre tout pays des BRICS qui les soutient. En d'autres termes, cela représente 85% du marché mondial potentiel, de sorte que vous devenez totalement dépendant des États-Unis. Deuxièmement, nous allons augmenter les droits de douane que vous devrez payer. Troisièmement, vous allez devoir désindustrialiser votre économie, car maintenant que j'ai fermé le marché américain pour vous et que vous avez dû tripler ou quadrupler le prix de l'énergie en bloquant le pétrole et le gaz russe, vous devez désormais relocaliser vos principales industries aux États-Unis, mais pas en Chine, pas en Russie, pas en Asie centrale, et pas dans les pays des BRICS, uniquement aux États-Unis. Et si vous ne le faites pas, je maintiendrai des droits de douane si élevés que vos entreprises industrielles, en particulier celles d'Allemagne, qui ont dépendu des marchés d'exportation pour leur croissance majeure, devront soudainement fermer leurs usines, licencier leur main-d'œuvre et se désindustrialiser passivement. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdrez alors le parapluie américain qui vous protège contre l'Europe. Richard a souligné que la gauche en Europe, en particulier en France, est très forte. Et pourtant, l'Union européenne est contrôlée par l'aile dure, de droite, pro-guerre froide, néoconservatrice, qui a nommé von der Leyen et Kallas, des anti-russes passionnés, à la tête de la politique étrangère.
Et lorsque von der Leyen a cédé à toutes les exigences de Trump en matière de concessions, l'Europe devant délocaliser son industrie vers les États-Unis au détriment de son propre emploi, elle a déclaré « Eh bien, nous l'avons fait à cause de la guerre froide. Au moins, nous avons maintenant la stabilité. » Et Trump, dit-elle, garantit la stabilité. Nous avons enfin un dirigeant stable et nous savons désormais quelles seront les règles. Ces règles vont nous obliger à nous désindustrialiser, mais c'est le prix à payer pour protéger l'Allemagne de la guerre froide, car la prochaine fois, ils ne s'arrêteront pas à Berlin en avançant vers l'ouest, ils prendront toute l'Allemagne. Et ses associés, les ministres des Finances de l'UME et d'Allemagne, ainsi que d'autres responsables, ont déclaré « Oui, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un commerce équilibré, tout tourne autour de la guerre froide. La guerre froide est devenue l'idéologie qui affirme que l'Europe a besoin des États-Unis. » Et bien sûr, Trump a alors dit « Très bien, maintenant je vous retire le tapis de dessous les pieds. » Je ne vais pas payer pour votre guerre froide avec la Russie et l'Ukraine. Le conflit en Ukraine n'est pas vraiment entre la Russie et l'Ukraine. Il oppose la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et la direction de l'Union européenne, totalement monopolisée par la faction pro-guerre froide, prête à faire exactement ce que Richard a décrit, réduire les dépenses sociales. Nous vivons désormais dans une économie de guerre, car ce pourquoi nous nous battons, ce sont les valeurs européennes. Et les valeurs européennes que nous sommes censés défendre sont celles de l'Ukraine. Contrôle militaire total des médias, parti unique, interdiction de l'opposition politique aux partis dominants. Nos valeurs sont celles de l'Ukraine, disent-ils. Nous avons besoin ici d'une kleptocratie militaire, tout comme eux. Je veux dire, c'est le cauchemar que l'Europe accueille à bras ouverts. Alors, quel est vraiment le problème ici? Même si l'on parle d'intérêt économique comme principal moteur, la vraie question est la suivante. Ce parapluie idéologique, selon lequel la guerre froide avec la Russie prime, et selon lequel nous devons partager la haine britannique et allemande de la Russie et des pays baltes, deviendra-t-il le principe directeur de notre politique économique intérieure? Et oui, il y aura des sacrifices. Nous allons nous désindustrialiser. Nous perdrons le commerce industriel européen, principalement allemand, mais aussi français et italien, que nous avions auparavant. Mais c'est le prix à payer. Nous devons en somme devenir une colonie économique des États-Unis. C'est le débat idéologique et politique qui doit avoir lieu en Europe s'il doit y avoir une ouverture permettant à l'Europe de suivre son propre intérêt économique, le même intérêt qui existait avant 2022. Si l'on veut disposer d'un marché d'exportation, on cherchera quelles économies connaissent la croissance la plus rapide. Le mythe consiste à croire que si les industries européennes, l'industrie sidérurgique, l'industrie automobile allemande, l'industrie des machines-outils allemandes, ainsi que des secteurs similaires au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud, se déplacent vers les États-Unis, cela pourrait réussir à réindustrialiser le pays. En réalité, ce n'est pas possible. Et cela nous amène à la deuxième question dont nous avons déjà parlé. Je pense qu'il y a 2 émissions, Richard a fait remarquer que lorsque lui et moi étions à l'université pendant nos doctorats, l'un des cours les plus populaires était l'économie du développement. Tout ce qu'on y enseignait était sans rapport avec la réalité. Ils partaient tous du principe que le développement signifiait le keynésianisme militaire. Injecter plus d'argent dans l'économie pour qu'elle croisse. Il n'y avait aucune discussion sur la structure de l'économie, sur le système fiscal, ni sur la manière de suivre les mêmes politiques de croissance que la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne avaient adoptées.
des tarifs protecteurs, des subventions à l'industrie et surtout le maintien des services publics essentiels, des communications, des transports et d'autres monopoles naturels dans le domaine public, en socialisant les monopoles au lieu de les laisser entre des mains privées pour en tirer des rentes monopolistiques. Rien de tout cela n'est abordé en des termes économiques normaux. On n'était pas censé remettre en question la structure du monopole, seulement chercher à agrandir les systèmes économiques existants, même si ces systèmes, dans les pays qualifiés de sous-développés, étaient sous-développés précisément parce qu'ils étaient des systèmes rentiers, des kleptocraties clientélistes, des systèmes qui ne se développaient pas du tout. Et ces économies en voie de sous-développement devaient simplement être agrandies, ce qui signifiait concentrer tout revenu supplémentaire au sommet de la pyramide économique. Tout cela doit être remis en question, et on pourrait s'attendre, avec le genre de contraction économique que nous observons actuellement en Europe, à ce que cela rouvre la possibilité d'un tel débat. La question est, le fera-t-il? Les Allemands et les Britanniques ont pratiquement interdit toute discussion, par exemple, toute critique de la politique israélienne envers les Palestiniens. Il est interdit de se plaindre de ce qui se passe dans les zones palestiniennes sous l'expansion israélienne. Il est interdit d'expliquer pourquoi la Russie se sent si menacée par l'expansion de l'OTAN, car la sécurité américaine est définie comme l'anéantissement de la sécurité russe, l'anéantissement des autres sécurités. La sécurité américaine n'est pas considérée comme assurée tant qu'aucun autre pays n'a la capacité de se protéger contre la pression politique, militaire et financière des États-Unis, comme la saisie de l'argent russe pour les forcer à suivre la politique américaine. Ainsi, le débat dans les médias publics n'aborde pas les sujets dont nous parlons dans cette émission depuis 6 mois, Nima. Voilà la question. Comment l'Europe peut-elle sortir de ce piège de vision étroite dans lequel elle s'est enfermée? Cet état d'esprit qui l'empêche de résoudre le problème de sa dépendance à la sauvegarde d'une économie industrielle américaine qui, elle-même, ne peut être sauvée qu'en transformant le système économique américain, tout comme l'Europe transforme le sien, à la manière dont les pays asiatiques, la Chine en particulier, ont transformé le leur en réinventant, comme nous l'avons déjà dit, la même roue que les industriels américains avaient mise au point au XIXe siècle pour bâtir leur propre industrie, ce qu'on appelait alors évoluer vers la social-démocratie, ou en un mot, le socialisme. Je veux revenir sur tout ce dont nous avons parlé et poser la question. Pourquoi ou comment pourrions-nous expliquer les notions dont nous discutons en Europe? L'engagement idéologique, le sentiment anti-russe, les gouvernements conservateurs, tout cela d'un côté, et la stratégie des États-Unis qui cherche à conclure une sorte d'accord avec la Russie pour, entre guillemets, stabiliser. Je pense que du point de vue européen, ce que nous observons, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la conséquence finalement ironique de centaines d'années de colonialisme. Vers la fin de Le Capital, Marx fait un commentaire sur le fait que son prochain projet serait d'expliquer comment le capitalisme crée, pour la première fois, une véritable économie mondiale. Une économie dans laquelle toutes les différentes parties du monde participent et deviennent dépendantes les unes des autres. Et les gens ont tendance à passer cela sous silence et à y voir une forme d'appréciation du capitalisme, si l'on veut. Je veux soutenir qu'il s'agit d'une certaine manière de la mort, du moins du capitalisme occidental. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le montrer en revenant sur la façon dont les Russes ont réussi à empêcher l'Europe de saisir les avoirs russes pour prolonger cette guerre d'1 an ou 2.
sans l'opposition intérieure à laquelle ils sont aujourd'hui confrontés. La raison pour laquelle les Russes ont pu éviter ce coup, et soyons clairs, si cela avait été fait, si cet argent avait été levé de cette manière et utilisé pour donner à Zelensky l'argent et les armes qu'il ne cesse de demander, cette guerre aurait duré encore un bon moment. Personne ne sait combien de temps cela durera, mais depuis un certain temps déjà, à un coût énorme pour l'Ukraine, pour la Russie, et ainsi de suite. Voici pourquoi. Les Russes ont fait deux choses, l'une plus tôt et l'autre très récemment. La première a été de rendre clair que si l'Occident saisissait les avoirs russes en Occident, la Russie saisirait les avoirs occidentaux en Russie, lesquels, en raison du développement de l'économie mondiale, sont considérables. Il faut comprendre que Poutine l'a dit très clairement. Si vous prenez réellement l'argent, pas les intérêts, il les a laissés prendre cela. Il n'a pas réagi comme il aurait pu. Mais si vous prenez le principal, alors je prendrai vos biens. La chose qu'il a faite le plus récemment, il y a seulement quelques semaines, a été de faire intervenir le gouvernement russe devant un tribunal pour annoncer que si des prêts étaient accordés à l'Ukraine, alors que tout le monde sait que l'Ukraine ne peut pas les rembourser, les prêteurs, quels qu'ils soient, exigeraient la garantie, c'est-à-dire les avoirs russes. C'était l'idée derrière ce que faisait l'Europe. Poutine est allé au tribunal et a déclaré « C'est un acte de l'Union européenne. Et si vous faites cela, nous, les Russes, irons devant chaque tribunal, dans chaque juridiction, dans chaque pays, au Malawi, au Paraguay, au Canada, peu importe, et nous poursuivrons pour récupérer les avoirs volés. Et vous savez, et nous savons, que nous gagnerons beaucoup de ces jugements, en partie parce qu'ils se dérouleront dans des pays qui sont nos alliés. Soudainement, si vous me permettez, la dialectique de la création d'une économie mondiale se retourne contre les États-Unis et l'Europe occidentale. L'économie mondiale, celle que leur colonialisme a initiée et dont il a posé les premières bases, a désormais sa propre logique de croissance, attirant de nombreuses grandes entreprises occidentales désireuses de tirer profit de ce qu'elles peuvent faire en Chine, en Inde, au Brésil et dans tous ces autres pays. Et maintenant, comme Hegel l'a enseigné, on devient dépendant de ceux qu'on a rendus dépendants de soi. On devient dépendant de la relation de dépendance elle-même, pas seulement de l'autre. Souvenez-vous de Hegel, le maître et l'esclave. Le maître devient dépendant de sa relation à l'esclave, parce que c'est l'esclave qui fait tout, et le maître ne le peut pas. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. L'Occident ne peut plus le faire. Et ce point. Quelle que soit leur orientation idéologique, ils ne vont pas résoudre ce problème, les Européens et les Américains. Je ne le vois pas. Normalement, je dirais qu'ils ont traversé de nombreuses crises. Je suis le premier à le reconnaître. Vous connaissez la vieille blague. Que disent les économistes marxistes avec une grande fierté? Avec une grande fierté, ils annoncent avoir prédit 10 des 4 dernières récessions. N'est-ce pas? C'est une blague. Mais comme toutes les bonnes blagues, elle contient une part de vérité. Mais je ne vois pas d'issue. Je vois beaucoup d'entreprises européennes trouver leurs coûts énergétiques si élevés qu'elles vont déménager aux États-Unis. Vous plaisantez? Aller vivre dans un pays aussi déstabilisé que celui-ci. Un pays qui doit saisir la Cour suprême pour découvrir qu'il ne peut pas utiliser ses propres troupes contre son propre peuple dans ses propres villes. Mon Dieu, ils ne viendront pas, car ce serait insensé de le faire. Les États-Unis peuvent vouloir la stabilité, mais ils ne l'ont pas, et ils ne peuvent pas non plus l'offrir à qui que ce soit. Peux-tu imaginer la conversation entre des industriels allemands se plaignant de ce que les États-Unis leur ont fait, puis se disant entre eux,
Eh bien, ce n'est pas grave. Nous pouvons déménager aux États-Unis. Ils n'en ont pas envie. Et ils ne voient pas cela comme une solution à leurs problèmes. Et ils ne vont pas dépenser des milliards ni même des billions pour entreprendre une telle démarche, alors que le risque est si énorme. Ce n'est pas ce qu'ils font. Voici l'ironie. Tout comme le capitalisme commence en Angleterre, permet l'Empire britannique, puis voit les Britanniques, malgré leur empire, incapables de sauver leur propre capitalisme, même avec lui, pour finalement devenir l'objet pathétique que nous observons aujourd'hui. Eh bien, l'Europe suit le même chemin, et les États-Unis aussi. Et de la même manière, avec leur propre empire et son développement, à la fois celui qu'ils contrôlaient, les pays qui recevaient de l'aide étrangère, et encore plus ceux qu'ils ne pouvaient pas contrôler parce qu'ils ne leur en donnaient pas. Vous savez, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, et ainsi de suite. Ce sont eux les dirigeants des tendances séparatistes. Je pense que la dépression que j'ai ressentie au cours des 2 dernières semaines à Paris, toujours l'une des plus belles villes du monde, mais ce sentiment dépressif dont les habitants eux-mêmes parlent, je ne veux pas devenir mystique, mais c'est d'une certaine manière la prise de conscience, même chez les dirigeants que nous critiquons, que les jours où l'Europe était le centre du monde sont révolus. Et ils ne sont pas seulement révolus pour l'Europe, ils le sont aussi pour les endroits où les Européens se sont installés. L'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ces régions doivent s'adapter à un nouveau monde. Elles ne le veulent pas. Elles s'en inquiètent. Mais il n'y a pas, je ne vois pas en quoi une option différente de ce que je décris offrirait une autre voie. Et c'est là le point final. Au moment de la nouvelle année, en réagissant comme nous le faisons tous, ou du moins je suppose que nous le faisons tous, à une année tumultueuse de M. Trump, pour la 2e fois, alors qu'il a montré bien plus de ses penchants sauvages et extrêmes que lors de la première, ou qu'il est désormais capable de les faire passer. Vous assistez à un théâtre politique d'action désespéré, et c'est effrayant. Le Wall Street Journal lui a attribué un mauvais bulletin à la fin de sa première année, je crois dans l'édition d'hier ou d'aujourd'hui. M. Murdoch s'inquiète que tout cela soit en train de lui échapper. Et voici ma pensée ironique. C'est exactement ce que disaient les gens à Paris. Nous craignons que tout soit en train de nous échapper. M. Macron est complètement dépassé. Il ne parvient pas à gérer la situation. Il ne la gère pas. Il parade. Et les gens se moquent de lui comme d'un clone sans importance. Et n'est-ce pas aussi vrai pour notre pays, pour beaucoup de gens qui commencent à voir M. Trump comme quelqu'un dont ils veulent s'éloigner? Regardez Marjorie Taylor Greene. Regardez Elise Stefanik. Regardez O'Neill, le type du Texas. Ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils voient les signes avant-coureurs. Ils observent les sondages. Les choses deviennent incontrôlables. Things are spinning out of control.